Dans le monde des crypto-monnaies, il y a plusieurs façons de générer les revenus passifs. Et un de ces moyens de générer les revenus passifs, c'est de fournir de la liquidité. Fournir de la liquidité, ça veut dire tout simplement d'aller dans une plateforme et de bloquer une paire de crypto-monnaies. Et on va donc comme ça mettre sa crypto-monnaie à disposition et les personnes vont venir utiliser notre crypto-monnaie soit pour les emprunts, soit pour swapper contre une autre crypto-monnaie. Et c'est là qu'on sera en train de fournir de la liquidité et bénéficier comme ça des frais de transaction, des revenus qui sont payés par la pool dans lesquels on bloque et ainsi de suite. Et voilà comment on peut également avoir des revenus passifs. Mais il y a un gros risque qui existe en fournissant ces poules de liquidité-là. Quand on va par exemple sur des plateformes comme Farm, comme PancakeSwap et qu'on clique dans Farm, on voit qu'il y a des revenus assez intéressants quand on fournit de la liquidité. Vous voyez par exemple ici 1000 jusqu'à 1196% d'intérêt si on bloque cette paire de crypto-monnaies-là. On a jusqu'à 525% sur certaines paires, ainsi de suite. Quand on va sur les plateformes comme Pixar, on a jusqu'à 1000 quelque chose de pourcent si on bloque du Pixar et du USDT. Si on bloque du Pixar et du USDC, du Pixar et l'Ethereum, on a jusqu'à 693%. Quand on va sur les plateformes comme Bifi Finance, on va voir également les taux d'intérêt allant jusqu'à 1% par jour en bloquant certaines crypto-monnaies, le Manche et le BUSD. En bloquant le Palm et le BUSD, on a jusqu'à 1 point quelque chose de pourcent par jour. Ça fait environ 16 000% par an. Et si on va dessus des plateformes sur la blockchain Ethereum comme OneInch, si on bloque du OneInch et de l'Ethereum, on a comme ça jusqu'à 75%. OneInch USDC jusqu'à 159%, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mais bon, qu'est-ce qui peut avoir comme piège et comme danger dans ces différentes poules de liquidité là? Donc, je vais te partager aujourd'hui ce qu'on appelle le impermanent loss. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça fonctionne? Et ça peut être un moyen pour lequel certains vont se voir être en train de perdre quand même de l'argent, bien que vous avez les intérêts qui sont assez considérables, mais vous pouvez quand même perdre de l'argent avec ce qu'on appelle le impermanent loss. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce que c'est. Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elvis Konjo. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu as soif d'apprendre, de connaissances et tu veux découvrir cet écosystème, tu as deux choses à faire. La première c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et la deuxième chose à faire c'est d'aller en description de la vidéo et tu trouveras deux choses. La première chose c'est donc un livre gratuit, un guide qui va te permettre d'avancer un peu plus rapidement dans cet écosystème. Tu trouveras également notre lien Telegram dans lequel tu peux nous rejoindre dans le groupe et on échange majoritairement là-bas concernant les crypto-monnaies. Donc, like la vidéo, partage la vidéo. Et si tu veux aller un peu plus rapidement dans cet écosystème et tu veux grandir plus rapidement et que tu n'as pas le temps, tu peux donc booker un rendez-vous privé avec moi et on échangera un peu concernant les crypto-monnaies de l'autre côté. Une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses qui sont intéressantes, mais il faut toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Elvis n'est pas un conseiller financier. Une chose qui attire beaucoup de l'attention des gens aujourd'hui pour générer les revenus passifs, parce que le trading, ça devient de plus en plus compliqué, on ne sait pas toujours qu'est-ce que doit performer et alors les gens veulent générer de plus en plus les revenus passifs et c'est pour ça que les plateformes de finances décentralisées sont en train de connaître beaucoup de volumes de transactions. On a vu ce qui s'est passé sur la blockchain Ethereum et bien d'autres blockchains qui sont en train aussi d'arriver avec la possibilité de fournir de la liquidité sur les plateformes. Donc, une des choses qu'on fait majoritairement, qu'on arrive ici et qu'on clique sur Liquidity, par exemple, dans PancakeSwap, on va ajouter la liquidité et la liquidité fonctionne en termes de paire de crypto-monnaies. Donc, si je veux ajouter, par exemple, on a vu tout à l'heure qu'avec la paire BNB et Cake, par exemple, ça voudrait dire que je dois bloquer le BNB et les Cake. Je vais choisir ici, par exemple, le Cake. Donc, je vais bloquer les BNB et les Cake et c'est à valeur égale. Donc, si je mets un Cake, on va me dire c'est équivalent à ceci en termes de BNB par rapport au prix actuel. Donc, si aujourd'hui je vais choisir par exemple, je vais coupler plutôt le BNB et le BUSD, vous voyez que pour fournir un BNB, il me faudra environ 675 BUSD parce que c'est le coût actuel et alors la liquidité fonctionne donc en termes de paires et de valeurs égales. Donc, une fois qu'on aura fourni de la liquidité, on est maintenant sujet à des pertes. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le impermanent loss. On va expliquer de façon détaillée ce que c'est qu'un impermanent loss pour que vous compreniez comment ça fonctionne et comment les poules de liquidité fonctionnent en général et pour voir à quel niveau on peut perdre de l'argent avec des poules de liquidité.
On va prendre un exemple assez classique. On a Alice qui dépose un Ethereum et 100 DAI dans une pool de liquidité. Donc, au début, quand Alice devait déposer ses Ethereum, l'Ethereum était à 100 $. Donc, on va prendre cet exemple-là en termes de chiffres pour que ce soit plus facile à calculer. Donc, Alice dépose un Ethereum et 100 DAI dans une pool de liquidité. Et alors, dans ce marché automatique, il y a donc ce qu'on appelle les paires de jetons qu'on doit déposer en valeur équivalente. Donc, quand vous allez ajouter de la liquidité dans une pool, ça doit être la valeur équivalente. Vous ne pouvez pas déposer 100 $ de Ethereum et 50 $ de BUSD, par exemple. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous ajoutez les Ethereum pour 100 $, il faudrait que ce que vous ajoutez également pour faire le lien entre les deux, le rapport entre les deux, ça doit être la même valeur. Donc, Alice a donc déposé un Ethereum et 100 DAI dans cette pool de liquidité. Cela signifie que la valeur totale de ce que Alice a déposé, c'est donc comme ça de 100 $. Vu que 100 DAI, le DAI c'est un stablecoin, donc 100 DAI c'est 100 $. Et un Ethereum à l'époque à l'instant où elle a déposé, valait 100 $. Donc, la valeur de ce qu'elle a déposé, c'est 200 $. En outre, il y a donc un total dans la pool de liquidité dans laquelle elle va déposer sa crypto-monnaie. Il y a un total dans cette pool déjà de 10 Ethereum. Avec ce qu'elle a déposé, ça fait 10 Ethereum qui ont été déposés et 100 DAI qui ont été déposés à l'instant où Alice allait déposer également sa crypto-monnaie. Et alors, si on essaye de faire le ratio de ce que Alice a déposé dans la pool, c'est donc comme ça de 10%. Vu qu'elle a un Ethereum sur 10, ça fait donc comme ça un rapport de 10%. Et la valeur totale de la liquidité qu'il y a dans la pool, c'est 10 Ethereum fois 100 DAI qui est comme ça de 10 000. Donc, la liquidité qui a été déposée dans la pool, c'est de 10 000. Disons que le prix de l'Ethereum augmente à 400 DAI, c'est-à-dire l'Ethereum quitte de 100 $ à 400 $. Donc, ça voudrait dire que dorénavant, pendant ce temps, les traders qui sont derrière, il y a un algorithme d'arbitrage derrière qui va réguler les transactions dans la pool de liquidité. Vous voyez, dans la finance décentralisée, les gens ne placent pas des ordres et fixent les prix. Donc, la seule façon de connaître le prix d'une crypto-monnaie dans la finance décentralisée, c'est de le mettre, en fait, c'est de voir sa valeur par rapport à la quantité qu'on a dans la pool de liquidité. Si on a un Bitcoin dans une pool de liquidité avec 100 $ dans la même pool de liquidité, ça voudrait dire que le Bitcoin vaut 100 $. Parce que la seule façon de reconnaître le prix de quelque chose par rapport à une autre, c'est justement cette quantité dans la pool de liquidité. Donc, si à un moment donné, on veut que le Bitcoin passe à 100 000 $, il faudrait que dans la pool de liquidité, on ait 100 000 $ en termes de dollars. Donc, c'est la seule façon de connaître le prix de la crypto-monnaie dans la finance décentralisée. Et alors, il y a des mécanismes derrière qui sont donc comme ça appelés de l'arbitrage qui vont essayer de réguler les transactions et les quantités dans les pools de liquidité pour que la quantité qu'il y a dans la pool de liquidité garantisse toujours le prix qui est comme ça dans le marché, à l'extérieur du marché. Donc, si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a plus d'Ethereum et que l'Ethereum a plus de valeur que le DAI, il faudrait qu'on soit en réduit la quantité d'Ethereum, soit on augmente la quantité DAI pour que la valeur de l'Ethereum reflète exactement le prix de l'Ethereum dans le marché. Donc, et ce travail-là va être fait par l'arbitrage dans l'écosystème de la finance décentralisée. Donc, il y a toujours des algorithmes derrière qui font ces régulations-là. Donc, ce qui détermine le prix des actifs dans une pool de liquidité par rapport à une autre, c'est justement cette quantité-là. Alors, la liquidité reste constante à 10 000. Donc, 10 000, c'est-à-dire, on a déposé 10 Ethereum et on a déposé 1000 DAI. Donc, ça fait qu'on a une liquidité de 10 000. Il faudrait que la quantité reste toujours la même dans la pool de liquidité, mais on va justement repartir cette charge-là. Quel aura le plus de quantité, ainsi de suite. C'est justement à ce niveau qu'on va jouer en termes de quel aura plus que l'autre. Et c'est ça qui va réguler les transactions. Donc, alors la liquidité reste dans des 10. Si l'Ethereum est maintenant à 400 DAI, le rapport entre la quantité d'Ethereum et la quantité de DAI de la pool doit changer. Il doit effectivement changer parce que si on reste toujours avec 10 Ethereum et 1000 DAI, ça voudrait dire que l'Ethereum est à 100 $. L'Ethereum n'a pas changé. Donc, pour que l'Ethereum passe à 100 $ également, à 400 $ également dans la finance décentralisée, il faudrait que dans la pool où l'Ethereum est, on ait une proportion équivalente de DAI et d'Ethereum et que le montant de DAI qu'il y a soit 4 fois la quantité de ce qu'on a déposé en Ethereum.
Donc, pour essayer de faire cela maintenant, on va donc essayer de réduire, on va réduire la quantité d'Ethereum qu'il y a dans la pool et d'augmenter la quantité de DAI. Donc, on va laisser 5 Ethereum et 200 DAI dans la pool de liquidité et ça fera donc maintenant qu'on a encore la valeur totale de la pool qui est toujours à 10 000. Vu que ça fera 5 fois 2000 et ça fera donc toujours 10 000 dans la pool de liquidité. Mais sauf que les proportions ont changé. Et vous allez vous rendre compte maintenant que, bon, Alice décide de retirer ses fonds. Maintenant, à un moment donné, quand le Ethereum passe à 400 $, Alice décide donc de retirer ses fonds. Comme nous le savons plus tôt, elle a droit à une part de 10% de la pool, vu que ce qu'elle a déposé, c'était comme ça, 1 Ethereum, et à l'époque où elle déposait, c'était 10% de la pool. Donc, elle a 10% de la pool. Par conséquent, elle ne peut retirer que 5 Ethereum et 200 DAI. Ça veut dire que les 1 Ethereum et les 100 DAI qu'elle a déposé, au moment où elle va retirer, on va lui donner plutôt demi Ethereum et 200 DAI. Vu qu'il y a eu comme ça cette prise de valeur et qu'il y a eu régulation dans le marché, dans la pool de liquidité, voilà ce qu'elle va retirer. Donc son token LP qu'on lui a donné vaut à l'instant où elle retire demi Ethereum et 200 DAI pour une valeur totale de 400 $. Elle a déposé bien évidemment une valeur totale de 100 $. Mais comme elle a déposé cette valeur de 100 $, c'est qu'elle va retirer à une valeur de 400 $. C'est bien beau. Elle a eu quand même x2 sur son investissement. En réalité, elle a en réalité de beaux bénéfices sur son dépôt plutôt que 200 $ qu'elle a déposé, non? Mais bon, ça c'est vrai. Mais attendez, qu'est-ce qui se serait passé si et seulement si Alice n'avait pas décidé d'envoyer ses Ethereum dans la pool de liquidité? Elle aurait toujours ses 1 Ethereum et ses 100 DAI, parce que ça c'est ce qu'elle a déposé au départ. Au départ, elle a déposé 1 Ethereum et 100 DAI. Donc si elle n'avait pas déposé, elle aurait 1 Ethereum et 100 DAI. Donc maintenant, le 1 Ethereum si elle n'avait pas déposé, ce 1 Ethereum vaudrait environ quelque chose comme 400 $. Et plus ces 100 DAI qui valent 100 $, ça fera quelque chose de 500 $. Vous voyez qu'elle a une perte de 100 $. Elle a une perte de 100 $ si elle n'avait pas déposé sa crypto-monnaie dans la pool de liquidité. Et alors, on peut avoir de grosses pertes parfois si on fait de gros dépôts et que la crypto-monnaie fait également prend une très grande fluctuation et qu'on a couplé avec quelque chose qui est également assez stable. Donc, il faut bien évidemment réfléchir encore par 2 fois quelles sont les paires de crypto-monnaies qu'on va fournir. Est-ce que c'est quelque chose qui va potentiellement prendre beaucoup de valeur? Et si ça fait x5 et que c'est dans la pool de liquidité, on va réguler avec l'autre quantité de crypto-monnaies. Et en termes de valeur, ça peut ne pas être égal. Donc, nous pouvons voir qu'Alice aurait dû tout simplement holder plutôt que d'aller déposer dans la pool de liquidité. Et ça, c'est ce que nous appelons donc une perte impermanente. Une perte impermanente. C'est ça comme ça qui est impermanent loss. Bien qu'elle a eu des profits par rapport à la valeur de ce qu'elle a déposé, mais elle aurait pu avoir plus si et seulement si elle avait déposé. Donc, gardez toujours à l'esprit cependant qu'une perte non permanente peut entraîner une perte permanente aussi. Donc, impermanente. Donc, compris que voilà. Cela dit, l'exemple d'Alice ne tient pas absolument compte des frais de négociation sur lesquels elle aurait gagné pour avoir fourni sa liquidité. Bien évidemment, Alice aurait pu peut-être revendre quand sa crypto-monnaie était, quand le Ethereum est passé à 2, par exemple. Si le Ethereum est quitté de 100 $, de 100 $ à 200 $ et que Alice a sa crypto-monnaie encore avec elle, elle aurait peut-être revendu cela et alors elle aurait eu 100 $, 200 $ et 100 DAI. Mais comme elle a mis dans la pool de liquidité, bon, ça peut peut-être être une contrainte assez restreinte aussi et qu'elle ne retire pas à tout moment. Mais bon, voilà quand même une perte qui peut arriver et ça, c'est généralement des choses qu'il faut anticiper. Et parfois, il faut retirer sa crypto-monnaie assez tôt, quand on voit que la crypto-monnaie prend peut-être beaucoup de valeur, peut-être à un moment donné, il faut retirer assez tôt pour essayer de réduire ses pertes dans la pool de liquidité. Et moi, c'est ce que je fais parfois. Parfois, je retire la crypto-monnaie dans la pool de liquidité et je remets juste encore après pour essayer, en fait, pour éviter que je perde quand même gros s'il y a comme ça une grosse prise de valeur dans, de certaines crypto-monnaies. Donc, tu me dis ce que tu penses en commentaire, si tu as déjà été victime de cela. Moi, j'ai déjà été victime de cela. J'ai perdu déjà quand même assez d'argent vu que certaines crypto-monnaies dont j'ai mis dans la pool de liquidité ont très bien performé. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte que j'aurais mieux fait de ne pas mettre dans la pool de liquidité. Donc, je choisis minutieusement les crypto-monnaies que je mets dans la pool de liquidité. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses, si ça t'a aidé. Partage la vidéo. J'espère que tu es déjà abonné, que tu es déjà également dans Telegram. D'ici à là, donc,
Porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao.